Maintenant, posons-nous la question à savoir quelles sont les actions menées et les mesures prises par la Mauritanie. Commençons par le plan religieux. Certaines personnes avancent que l'excision est permise en islam, donc elles la pratiquent au nom de cette religion. Dans ce cadre, des hadiths sont octroyés au prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui. Pour contrecarrer tout cela, des consultations juridiques religieuses, c'est-à-dire des fatwas, ont eu lieu en Mauritanie et ont remis en cause cette pratique en la condamnant fermement. Deux fatwas ont eu lieu en Mauritanie. La première a eu lieu en 2006. Elle n'a pas connu un grand succès parce que beaucoup de leaders religieux ont refusé donc de la signer. La seconde a eu lieu à Nouakchott précisément en 2010. Elle a réuni une trentaine de leaders religieux mauritaniens et d'autres leaders religieux aussi venus de quelques pays de la sous-région tels que l'Égypte, le Sénégal, le Mali, entre autres. Donc, à cette fatwa, il y avait aussi des professionnels de santé. Cette fatwa a connu un grand succès dans la mesure où, par la suite, elle a été l'objet de plusieurs sermons, c'est-à-dire plusieurs khutbas de vendredi à travers l'étendue du pays. De façon résumée, ces deux fatwas ainsi que les sermons ont remis en question les hadiths évoqués pour légitimer justement cette pratique. Les leaders religieux réunis à cette dernière fatwa ont trouvé que ces hadiths ne sont pas du tout fiables, donc qu'ils restent faibles quant à leur fiabilité. Ces leaders religieux ont expliqué que le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui, n'a jamais excisé l'une de ses filles. Par contre, il a eu à circoncire les garçons de sa famille, notamment ses petits-fils. Ces leaders religieux ont également plutôt mis en avant des versets coraniques qui parlent de la sacralité de la vie humaine, de l'interdiction de nuire à l'être humain, entre autres. Et comme les experts de la santé ont exposé les aspects nuisibles de la pratique, ces leaders religieux l'ont condamné tout simplement. Alors, nous comprenons que la fatwa de 2010 a été très porteuse dans le cadre de la lutte contre les mutilations génitales féminines, dans la mesure où elle a libéré la parole quant à cette thématique en permettant la tenue justement de plusieurs campagnes de sensibilisation à travers l'étendue du territoire national. Les leaders religieux, les professionnels de santé, le gouvernement, la société civile, les organismes internationaux, entre autres, ont travaillé en synergie et ont mené des campagnes de sensibilisation à travers les pays. Ils ont joué un rôle fondamental dans la lutte contre l'excision. Il est important de le dire. D'ailleurs, c'est pourquoi aujourd'hui, cette pratique a diminué de façon considérable. Et de passage, je crois que nous devons saisir cette occasion pour les remercier et saluer justement leur courage. Après le cadre religieux, venons-en maintenant au cadre législatif. En 1989, la Mauritanie a ratifié la Convention internationale des droits des enfants qui condamne les MGF. Mais cela ne s'est pas immédiatement accompagné par son éradication au niveau du terrain mauritanien. Si nous regardons un peu le cadre législatif mauritanien, c'est-à-dire les textes nationaux, selon nos recherches en tout cas, aucun texte juridique mauritanien ne punit ouvertement et clairement et sans condition les MGF. Par exemple, la loi sur la santé de la reproduction qui a été adoptée en 2017 parle des mutilations génitales féminines en disant qu'elles sont punies conformément aux dispositions plutôt légales. Par rapport à ces dispositions légales, quand nous regardons, on se rend compte que l'ordonnance portant protection de l'enfant, c'est-à-dire l'OPPE, est le seul texte juridique qui en parle. Au sein de l'article 12 de l'OPPE, il est écrit ce qui suit. Je lis. Le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte à l'organe génital d'un enfant de sexe féminin par infibulation, insensibilisation ou par tout autre moyen est puni d'1 an à 3 ans d'emprisonnement et d'une amende de 120 000 à 300 000 ouguiya lorsqu'il en résulte un préjudice pour celui-ci. La suite de cet article dit qu'il y a des peines plus lourdes qui sont prévues pour les médecins. Par rapport à la première partie que je viens de lire, je souhaiterais qu'on s'attarde un peu là-dessus.
Déjà, cet article parle de l'infibulation et non pas de MGF. Cet article ne parle pas de deux premières formes d'excision, qui sont la clitoridectomie et l'excision elle-même. Donc, où est-ce que se trouvent ces deux formes d'excision, de mutilation? Est-ce qu'il faut les insérer dans le cadre de l'infibulation, dans le cadre de l'insensibilisation ou dans le cadre de ce tout autre moyen évoqué par cet article? Nous comprenons que cet article reste flou et incomplet. Personnellement, je reproche aux législateurs mauritaniens de ne pas être très souvent clairs dans les textes, dans la mesure où très souvent ça fait objet, je dirais, de plusieurs interprétations. C'est d'ailleurs le cas pour les autres formes de violence. Alors, nous comprenons qu'il n'y a pas de texte juridique qui condamne ouvertement et clairement les MGF en Mauritanie. De passage, nous pouvons parler du projet de loi relatif aux violences faites aux femmes et aux filles qui n'a toujours pas été adopté. Ce projet de loi évoque en son article 27 que les personnes qui pratiquent les MGF sont passibles de 6 mois à 1 an d'emprisonnement et d'une amende à payer. Donc, le montant de cette amende varie entre la somme de 50 000 et 80 000. Sinon, ces personnes doivent connaître l'une des deux peines. Donc là, il s'agit, comme nous le voyons, de la peine minimale. Cela dit que le reste de la peine est déterminé en fonction du préjudice que peut justement provoquer cette mutilation.